Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a près de 2 ans, le 23 janvier 2024, la Maison de l'Architecture a lancé ce cycle Traversée dans 5 livres. On recevait alors Fanny Lopez, Patrick Henry, Gilles Delalex, David Malo, Jeanne-Marie Châtelet pour parcourir pendant près d'une heure et quart des questions et des sujets très hétérogènes. Et on faisait l'hypothèse qu'en parcourant ces sujets et ces questions hétérogènes, il pouvait se construire des rapprochements inattendus et peut-être fertiles. Ce cycle, on l'a construit en premier lieu parce qu'on a un attachement à la Maison de l'Architecture, au livre. Le livre qui permet à la fois de transmettre une recherche, une pensée, un propos, mais aussi, et on va le voir juste après, un combat ou une lutte, et qui permet aussi d'expérimenter, d'enquêter une hypothèse. Et ça permet aussi, dans un monde agité, parfois de suspendre le temps et d'ouvrir un territoire de pensée. Alors, Traverser dans 5 livres, ça se tient 3 fois par an. C'est une traversée dans 5 ouvrages, je l'ai dit, issus de registres différents, certains écrits par des architectes, parfois par des chercheurs, des artistes, des historiens, des activistes et parfois des philosophes. Ces 5 livres, ils ont en commun une chose, c'est leur date de parution. Et là aussi, on fait l'hypothèse que cette date de parution commune, elle raconte peut-être en creux des enjeux, des doutes, des questionnements d'une époque donnée. Alors ce soir, pour la 6e édition, on fait une petite entorse à la règle et on présente non pas 5 livres, mais 4 livres, 4 livres, mais non des moindres, car en effet, on a la chance de faire une grande traversée qui va démarrer avec Désarmer le béton, qui va se poursuivre avec Quand les architectes mènent l'enquête, et qui va continuer avec l'Observatoire photographique du paysage, et on va terminer ce parcours avec Zo aux lisières du domestique. Chaque auteur, chaque autrice présente son livre pendant une dizaine de minutes, et on conserve à la fin 30 minutes de discussion. Une discussion, je l'ai dit, qui va mettre en relation des sujets qui ne devraient pas être débattus ensemble, des registres qui habituellement sont gardés à l'écart les uns des autres. Et c'est notre hypothèse, je l'ai dit, ces rapprochements improbables, ils peuvent parfois générer des mises en perspective éclairantes. Alors, je tiens à remercier très chaleureusement les auteurs et autrices qui nous font la joie et l'honneur de présenter leurs livres. Merci donc à Léa Hobson, à Soline Nivet, à Frédéric Moquet et à Jean Estebanez. J'ai mal prononcé un nom ou ça... Non. Merci beaucoup à Volume d'être avec nous à chaque édition et des échanges qu'on peut avoir pour la construction de ces rencontres. Et on va démarrer dès maintenant. J'ai déjà été trop longue. On va commencer, j'ai tout à l'heure parlé dans les registres, le registre de la lutte, le registre du combat, le registre de l'activisme. Et on va commencer avec vous. Léa, vous êtes architecte, vous êtes scénographe, vous êtes maçonne et vous revendiquez, vous déclarez aussi être activiste, et votre livre, quelque part, c'est une sorte d'enquête dans une question que vous avez pu, à laquelle vous avez pu être confronté en tant qu'architecte, mais vous avez décidé de continuer à explorer avec une casquette qui a un pied dans une forme de recherche, un pied dans une forme de pratique, et vous la regardez en enquêtant tout au long de votre livre, Le béton. Et donc la parole est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Alors moi, le point de départ de ce livre, il remonte à peu près il y a 4-5 ans, à un moment où je suis architecte et à côté, je milite aussi aux côtés de différentes associations et mouvements de collectifs d'habitants ou de mouvements écologistes. Et du coup, il y a un peu, voilà, j'ai un pied dans plusieurs mondes. Et en tout cas, ce qui relie ces mondes-là, c'est la question du béton. Et donc, l'enquête, elle a été un peu faite, je dirais, en tout cas, le livre, il s'est un peu fait à l'inverse de ce qu'on pourrait mener dans des travaux de recherche où on part d'un sujet. Et là, c'est vraiment venu du terrain. Donc, pendant des années, j'ai accumulé plutôt des expériences ou des témoignages du terrain, des choses que moi j'ai vécues, que ça soit en tant que justement architecte ou en tant que militante. Et il y a eu un moment où j'ai vraiment, ça a été assez fort, ce sentiment de déconnexion et de fragmentation entre tous ces différents mondes, y compris le monde du travail, où on est peut-être un petit peu moins nous, dans les questions d'ouvriers et d'ouvrières du BTP.
Pour autant, pour avoir aussi fréquenté des luttes un peu plus syndicales, de voir aussi qu'il y avait ces déconnexions entre tous ces mondes et puis une espèce de flou sur ce que c'était que le système et l'industrie du béton. Et dans ces enquêtes et dans ces expériences, de voir la déconnexion aussi entre le début de la filière, le moment de la filière qu'on connaît peut-être plus en tant qu'architecte, qui va être le moment du chantier, et puis ensuite ce qui se passe après, et ce que ça fait au territoire et aux personnes et aux espèces qui peuplent ces territoires-là. Et du coup, très rapidement, j'avais un plan assez précis en tête, avec vraiment l'objectif et de pouvoir rendre tout ça très tangible et très accessible, et que ce sujet-là, il sorte des milieux que je viens de nommer, donc c'est-à-dire le monde de l'architecture et le monde militant, quoi. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur que aussi, en tout cas moi, ce que j'appelle là le béton, c'est plutôt le système bétonné, ou le système qui est tout autour de ce matériau-là. Donc je précise bien que c'est du béton de ciment dont je parle, et du béton de ciment armé. Donc même si j'évoque un tout petit peu, je remonte un tout petit peu dans l'histoire pour bien insister sur le fait que c'est un matériau qui remonte à bien avant l'Antiquité, quoi. Mais c'est là, en tout cas, celui dont je parle, c'est celui qui a construit le XXe siècle, en tout cas qui est omniprésent depuis un siècle. Et donc, en menant mon enquête, j'ai vraiment suivi la matière et je commence le livre en parlant des sols. Et où ça a été vraiment pour moi la porte d'entrée. Je commence vraiment en parlant des vers de terre, où il y a une enquête qui a été menée où en 1950 il y avait 2 tonnes de vers de terre par mètre carré, et aujourd'hui il n'y en a plus que 250 kilos, quoi. Donc je commence avec ce constat très, très tangible, et puis j'ai une petite anecdote où je raconte que Cléopâtre coupait la tête de toute personne qui tuait un ver de terre. Et je nomme que le ver de terre n'a aucun statut. Et quid de si le ver de terre était une espèce protégée, on pourrait presque plus rien bétonner et artificialiser. Et donc voilà, je commence en rentrant vraiment sur ce que l'artificialisation des sols et la bétonisation fait aux vivants. Et notamment, j'évoque la question de la loisane, de comment le béton impacte les sols. Et ensuite, je remonte la filière avec toute une partie sur l'extractivisme et en remontant un tout petit peu l'histoire sur comment, il y a plus d'un siècle, il y avait 40 000 carrières en France, et aujourd'hui, il y en a un peu moins de 3 000 qui se sont quasi exclusivement tournées vers le béton, avec des carrières, des milliers de carrières qui étaient des carrières de pierre, de gypse, qui ont toutes fermé pour se tourner vers l'industrie du béton et l'extraction de granulats et de sable exclusivement pour cette industrie-là. Ensuite, je parle de la fabrication, donc comment ce matériau est fabriqué aujourd'hui et comment en fait il est aux mains d'une poignée d'acteurs du côté donc de la transformation de ces matières-là pour faire du ciment et ensuite du béton. Je rappelle, j'ai plein de chiffres que j'évoque et à quel point c'est vraiment, en tout cas le ciment est le matériau, un des matériaux les plus polluants de la planète, que le béton c'est le matériau le plus utilisé au monde. Et je parle aussi de l'épuisement du sable, qui est la deuxième ressource extraite après l'eau.
Puis après, il y a la deuxième partie du livre qui parle vraiment du système, quoi, qui parle de cette norme qui s'est complètement imposée et de comment la France a un rôle assez important dans cette industrie-là et comment cette industrie est un pilier du système capitaliste et de la place de la France en remontant aussi dans l'histoire sur les anciennes colonies et comment on a des entreprises qui ont construit leurs empires en implantant des cimenteries un petit peu partout dans le monde. Et j'évoque notamment, voilà, on nommait les ingénieurs coloniaux qui allaient bâtir en Afrique du Nord notamment. Et je parle aussi donc, de toute la politique du logement et de comment la construction neuve est un peu toujours brandie comme la seule solution, notamment à la crise du logement. Donc il y a un peu, j'évoque en tout cas d'autres sujets qui ne sont pas que la question de la matérialité. Et puis à la fin du livre, j'ouvre des perspectives. Je questionne beaucoup plus, comment ou en tant qu'architecte ou en tant qu'habitant, habitante, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette norme qui nous est imposée, qui uniformise nos façons de vivre, de se déplacer dans la ville. Et j'insiste en tout cas sur justement tous ces mondes que j'ai évoqué et que j'ai parcouru, une nécessité de s'allier et d'aller à la rencontre de l'autre. Donc il y a vraiment cette posture aussi de s'intéresser au-delà de son métier ou du territoire qu'on habite pour comprendre que justement cette filière, elle impacte différents territoires. Et quand on travaille sur un projet, le rayon de 50 km, en fait, il est dépassé bien au-delà. Et je nomme par exemple le cas, et je vais juste évoquer ce cas qui est assez frappant en Ariège, de collectifs d'habitants qui luttent contre l'extension et l'ouverture de gravières en Ariège. Et eux se sont rendus compte qu'en fait, la quasi-totalité de ces granulats et de ce sable qui est extrait est à destination de la métropole toulousaine et de la construction de l'autoroute A69. Et in fine, en fait, à la fin, ces trous qui ont été creusés vont être rebouchés par des gravats de démolition de Toulouse et notamment de la démolition du Mirail, qui est ce gros quartier de logement à Toulouse. Et en fait, ce sont vraiment les habitants donc dans ces différents territoires qui se sont mis en lien, qui ont réussi à comprendre un peu le fil qui les ensemble. J'insiste assez fortement sur la question de la matière en parlant de ce que le béton a aussi fait au corps, et à tous les ouvriers qui travaillent sur les chantiers, que ce soit des chantiers de construction ou d'infrastructure, et de l'importance du bâti existant, de la rénovation, de s'intéresser à comment on prend soin de ce qui existe et ce qui est là. Et avec cette parole-là, elle implique de re-questionner le métier d'architecte et de comment, en simplement peut-être s'intéressant ou travaillant sur des rénovations et de la maintenance, on peut être architecte sans forcément avoir l'ambition de bâtir à partir de rien. Donc j'insiste assez fortement à la fin sur la notion d'alliance et peut-être pour conclure, mais en tout cas, moi, ça a été important pour moi de ponctuer tout ce que je viens de raconter par des récits très concrets et des récits d'habitants. Et ça a été des témoignages que j'ai récoltés après plusieurs années
d'enquête et de partir vraiment du bas pour pouvoir élaborer tout ça. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai lu ton livre avant de lire celui de Soline Nivet, sur l'enquête qu'on va écouter juste après, quand les architectes mènent l'enquête. Et je me suis posé la question en lisant celui de Soline Nivet, si à une autre époque, vous auriez mobilisé les mêmes outils que ceux que vous mobilisez. En fait, c'était très troublant de voir une enquête qui articule des faits, des études, des chiffres, des récits, des anecdotes, de voir vraiment un dispositif d'enquête mis en place et de lire ensuite ce travail qui est mené par Soline Nivet, qui raconte comment en fait, il y a une actualité dans ces dispositifs, dans la manière dont ils sont mobilisés. Et je me suis posé la question de la forme qu'aurait pris votre livre s'il avait été écrit dans les années 80 ou 90. On aura l'occasion d'en reparler. On va écouter l'intervention de Soline Nivet. Soline Nivet qui est professeure à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, qui fait partie du laboratoire ACS, qui a sorti à quelques semaines d'écart, si je ne me trompe pas, 2 livres très remarqués. Paris-Villefry, issu de votre HDR, et puis Quand les architectes mènent l'enquête, qui est un livre qui est paru aux éditions 205. Et par ailleurs, vous avez dirigé l'avant-dernier numéro de la revue Da, qui traite aussi de cette question et qui met aussi du coup sous un autre format à l'actualité la question de l'enquête. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Merci Léa, tu me fais signe à 10 minutes. Alors, en fait, je vais peut-être effectivement parler, pas des 2 livres, mais peut-être un tout petit peu du premier pour expliquer pourquoi j'ai fait le deuxième. Pendant longtemps, j'étais pas très confort avec la position de chercheuse, puisque pendant que j'étais en train de chercher, je savais pas du tout ce que j'allais trouver. Et c'était toujours compliqué pendant que je travaillais et qu'on me demandait un peu des résultats ou des conclusions, alors que j'étais justement en train de chercher. J'ai longtemps cru que c'était une faiblesse, en fait, une espèce de défaut de ne pas savoir poser correctement mes hypothèses au départ, baliser mon terrain, mobiliser mes outils conceptuels et annoncer un peu un chemin de recherche. Et en fait, la recherche ou l'enquête parce que je ne me suis pas dit enquête tout de suite, en fait, c'est pour ça. En fait, le travail sur Free, qui est donc l'objet du livre qui s'appelle Paris-Villefry, il est vraiment né d'un sentiment de trouble, en fait. C'est-à-dire que j'étais en train de préparer un livre pour le pavillon de l'Arsenal sur Paris-Rive-Gauche, et en refaisant un peu la chronologie de toute l'histoire de la halle Freycinet, j'avais compris que quelque chose qui avait provoqué des débats, des projets, des contre-projets, des annulations, des controverses pendant 10 ans, avait été réglé en 1 semaine, au moment où un opérateur de téléphonie avait proposé de racheter la halle Freycinet dans le 13e, et que ce faisant, ça tirait une bonne épine du pied à la ville, ça allait devenir un incubateur, mais on ne savait pas encore trop ce que c'était, etc. Et la même personne, donc Xavier Niel, qui dirige Free, venait d'ouvrir une école de codage gratuite dans le 17e. Et là, il y avait quelque chose qui me troublait, mais qui était très flou, c'était mais comment un opérateur de téléphonie peut devenir un maître d'ouvrage incontournable ? Mais je ne savais pas que j'allais travailler pendant 4-5 ans sur le numérique, auquel je ne connaissais rien, me demander où passait la fibre, dépioter des permis de construire pour poser des antennes, aller rôder autour des data centers, boire des bières avec des start-upers, me plonger vraiment sur l'histoire du premier mandat Hidalgo, la trajectoire politique de Messica, les réinventer Paris, regarder dans l'autre sens, etc. Et tout ça sont vraiment des choses que j'ai faites au fur et à mesure, en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je menais une forme d'enquête, mais une enquête que j'ai appelée une enquête architecturale, hein, puisque c'était un sujet aussi très politique, très financier, avec évidemment des bouts qui me manquaient et qui me manqueraient toujours, et qui me manquent encore, même si j'en ai plus.
mais qu'en revanche, je pouvais, en allant voir les lieux, c'est-à-dire visiter les chantiers, visiter l'école 42, essayer de comprendre comment ça marchait, comment on utilisait ces lieux, quelles étaient les injonctions, ce qu'on pouvait y faire, pas y faire, comment les architectes avaient travaillé, à quel moment avaient été déposés les permis, est-ce qu'il y avait eu des recours ou pas, en regardant vraiment les plans, en analysant les dispositifs. Je me suis dit, en fait, avec ce point de vue d'architecte, je peux expliquer des choses qui concernent tout le monde. Enfin, expliquer, je peux déjà essayer de les comprendre. Et après, peut-être, en redessinant, en expliquant comment les plans sont conçus, comment ils sont faits et ce pourquoi ils sont faits, je peux comprendre des choses plus grandes sur des logiques managériales, une politique municipale, des questions patrimoniales. Mais je peux aussi m'intéresser à des choses qui finalement ne m'avaient pas intéressée jusque-là, c'est-à-dire à la manière dont les réseaux avaient été implantés à la fin du 19e, à l'importance des égouts de Belgrand, etc. etc. Et donc, ça a été un travail assez long qui se termine finalement dans un petit livre. Et donc, il y a eu, après cette phase d'enquête, il y a eu une phase où il a fallu, pour que l'enquête devienne enquête, un peu comme Léa a fait son livre, il y a un moment où il faut... il n'y a pas d'enquête sans récit d'enquête. C'est-à-dire que l'enquête, si on ne la partage pas, elle reste quelque chose qu'on a fabriqué dans son coin, mais elle n'est pas enquête. Et donc, faire ce livre, c'est-à-dire réduire, trouver un angle, décider la manière dont j'allais montrer les documents, est-ce qu'il faut faire des facsimilés, redessiner des choses, des séries de photos, etc. Et comme c'était un travail très long, au fur et à mesure que j'avançais, eh bien, j'ai aussi fait la connaissance d'autres architectes, enquêteurs, enquêtrices, et notamment de toute une génération qui était passée par le SPIP de Bruno Latour, mais aussi pas que, parce que j'ai aussi pu repenser à des enseignements que j'avais reçus, notamment ceux de Jean-Louis Cohen ou de Monique Eleb, et revenir en fait sur des démarches un peu comme ça, tous azimuts, à ne s'intéresser aucune source a priori, en se faisant un peu confiance, mais pas trop, parce que l'enquête, je pense que pour qu'elle soit correctement menée, il faut justement être tout le temps un peu instable. C'est un peu la définition qu'en donne Dewey, le pragmatiste américain. L'enquête, elle part du trouble. J'ai rencontré à mesure d'autres personnes qui travaillaient sur d'autres sujets, mais qui avaient la même impression, ou la même urgence, ou le même sentiment, je ne sais pas comment on peut appeler ça, que la recherche, avant même de conclure, elle a une mission documentaire, c'est-à-dire sa mission, c'est de ne pas laisser filer des documents, de les garder, de les faire s'ils n'existent pas, d'aller les chercher dans des endroits où ils sont un peu cachés et de les partager. Et que déjà, ça, c'est un bon travail. Et aussi, peut-être, de me dire que ma position dans une école d'architecture, et en plus une école d'architecture à Paris, c'était de se dire que la recherche, depuis une école d'architecture, on pouvait se dire qu'une école dans Paris, elle avait une sacrée responsabilité d'observatoire. Et que si nous, on ne regardait pas ce qui était en train de se faire ou ce qui venait de se passer à Paris, puisqu'en fait, j'ai exploré un passé vraiment super chaud, qui d'autre, voilà. Et ça a changé ma manière d'enseigner, notamment le séminaire de recherche, où on a beaucoup plus encouragé les étudiants à être plus inductives, c'est-à-dire plutôt de s'intéresser à des situations, on appelle ça les situations qui grattent, quelque chose qui tourne pas rond. Mais on ne sait pas au début pourquoi ça ne tourne pas rond. Je vous donne un exemple. Un bâtiment à Sarcelles des années 60 qui est lauréat du Loto du patrimoine de Stéphane Bern. On se dit, c'est bizarre, il y a un truc qui gratte. Il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Et en fait, c'est souvent l'enquête, elle démarre quand il y a deux choses. Et là aussi, je dis oui. C'est des éléments qui ne tiennent pas ensemble. C'est-à-dire qu'avec nos schémas habituels, ils ne tiennent pas ensemble. Donc, il faut réfléchir et essayer de comprendre ce qui les fait tenir ensemble. Et en général, c'est là qu'on fait des découvertes. Et après, pour parler du petit livre sur les architectes qui mènent l'enquête, je me suis dit, en fait, c'était aussi une démarche un peu réflexive. Et j'ai
plutôt penser aux étudiants, mais pas que, hein, vous pouvez l'acheter et le lire, mais c'est de se dire, au fond, cette enquête des architectes, elle a une histoire, elle a une généalogie, il y a des manières de faire, et elle produit des formes. Et maintenant, je pense que ceux et celles qui enseignent le savent autant que moi. Les étudiants, ils ont des a priori, mais qui sont aussi passés par nous. C'est que si on enquête, on va faire des photos en série, on va faire des grandes cartes, souvent elles sont bleues, on va mettre un comme ça dans nos coupes, on va faire des axonaux parce que l'axono c'est objectif, on va, etc., etc. On va se mettre en scène en train d'enquêter sur nos photos, on va se montrer en train de chercher, on va focuser sur des détails. Et donc, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi, si on ne fait pas attention, de lieu commun et en fait de formalisme de l'enquête, mais auquel cas, déjà, il faudrait déjà le regarder et le raconter. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, le livre, il est tout petit. Il est tout petit, hein. Il se lit très vite. Il tient dans la poche d'un jean. Et il se lit en 1 heure de TGV, même moins, je pense. Il est en 3 parties. La première partie sur des outils, la deuxième sur des protocoles et la troisième sur des formes de récits. Je commence... tu me dis où j'en suis des minutes, peut-être, parce qu'il me reste 1 minute. J'avance en fait dans des fils généalogiques, mais qui construisent pas une généalogie linéaire. C'est plutôt des couches qui se recoupent ou qui se décalent d'architectes et enquêteurs et enquêtrices, avec à chaque fois l'idée, bien qu'un bâtiment peut parler si on lui pose les bonnes questions. Voilà. Merci beaucoup. On va écouter Frédérique Moquet, qui est architecte, qui est maîtresse de conférences à l'école d'architecture de Paris-Est, qui est chercheuse à l'OCS et qui a peut-être mené une enquête. Tu vas nous dire si c'est une enquête, dans le cadre d'abord d'une thèse de doctorat qui a donné lieu à un livre aux éditions Créafis, l'Observatoire photographique du paysage. Et donc, vous allez nous dire quelques mots. Si j'attends le... Ah, peut-être là. Ouais. J'ai fait un livre qui est en partie un livre de photographie, donc vous allez voir quelques images. Merci Léa pour l'invitation, merci à la Maison de l'Architecture. C'est vrai que l'exercice de cette traversée est complexe parce que tu rassembles des livres a priori hétérogènes dans une démarche qui consiste à les faire dialoguer. Donc moi, je suis assez contente aussi de me dire que dans chacun de ces livres, il y a sous un régime assez complexe et assez pertinent, mais aussi peut-être des liens, puisqu'ils racontent tous à leur manière une relation entre architecture et environnement. Le livre donc, qui est paru récemment, qui est issu du retravail d'une partie d'une thèse de doctorat, s'intéresse à cette question de l'environnement, plutôt sous l'angle des représentations. Et des imaginaires environnementaux, en posant l'hypothèse ou en partant du constat que nous sommes émus, mis en action via des processus culturels, des imaginaires de l'environnement, certaines idées et certaines valeurs relatives à l'environnement, et que ces idées et que ces valeurs, elles sont mises en forme et performées par des images, et que donc l'image est politique, et qu'il s'agit de décrypter cette évidence, d'en prendre conscience. Donc ça, c'est la première, un des points de départ de cette recherche. Donc ce livre sur les représentations de l'environnement, ou peut-être plutôt du paysage, c'est une question aussi qui est traitée dans ce livre. Comment s'opère une certaine dialectique entre environnement et paysage, entre deux notions qui sont assez labiles et qui se rencontrent ou parfois se contredisent. Donc le livre que j'ai fait paraître, c'est un livre sur la représentation du paysage qui entrelace différentes modalités historiques. D'abord, il s'agit d'une histoire de l'aménagement, mais aussi une histoire de la photographie, puisque ce livre retrace alors une recherche, un travail historique, une enquête, en tout cas retrace l'histoire d'un dispositif qui a été monté par le ministère de l'Environnement à la fin des années 80, qui s'appelle l'Observatoire photographique du paysage. Et pour le coup, je suis partie de cette recherche afin d'interroger les dimensions politiques
de la représentation du paysage et les usages qu'en faisaient et qu'en font aujourd'hui les aménageurs qui mobilisent la photographie. Je suis partie de l'archive de l'Observatoire du paysage, donc une archive du ministère de l'Environnement, en partant du constat que les observatoires aujourd'hui, c'est une forme de pratique de dispositifs de production de photographie qui sont destinés à renseigner les dynamiques d'évolution des paysages de façon à garantir ou à améliorer ce que la politique publique en matière de paysage appelle la qualité paysagère. Et donc je suis partie de l'étude de ce dispositif en me rendant compte ou en découvrant que cette méthode photographique, ce protocole, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, avait été adopté en expansion, merci, au sein des collectivités territoriales, des parcs naturels régionaux, des communes, des départements, etc., dans l'idée qu'il était évident en fait, que la photographie montrait le paysage tel qu'il était, et donc qu'elle était une source documentaire légitime, exacte et pertinente. Et je me suis rendu compte dans ce déploiement d'observatoires, dans cette dynamique de représentation qui peut aussi être considérée comme une forme d'inflation photographique sur le territoire français, que finalement cette évidence, elle n'était pas questionnée. Que moi, il me semblait que les photographies qu'on découvrait dans ces protocoles révélaient autant qu'elles occultaient. Mais je me suis aussi rendu compte que les instigateurs de ces démarches-là, des décisionnaires politiques, des gestionnaires, des chargés de mission, mais aussi des photographes, amenaient le dispositif comme une forme de garantie de ces valeurs documentaires, sans pour autant connaître l'histoire de dispositif, qui pourtant a un dispositif de mise en mémoire des paysages. Donc je vais vous dire, je vais essayer de vous définir en quelques mots comment ce dispositif il se construit. En gros, l'idée, c'est d'inviter sur son territoire un photographe qui est jugé comme artiste-auteur pertinent à documenter, donc à faire comprendre et à mettre en forme les paysages d'un territoire donné à travers un corpus photographique. Donc là, je vous montre un observatoire qui a été fait par un photographe qui s'appelle Thibaut Cuisset, donc qui est assez connu aussi peut-être dans la salle, certains d'entre vous le connaissent. Donc ce photographe fait une centaine d'images. Parmi ces 100 images, une quarantaine est choisie, qui vont faire l'objet à intervalles réguliers. Hop, pardon, je n'ai pas du tout suivi l'ordre que je m'étais donné, de reconduction photographique. Et donc le premier étonnement de ma recherche, c'était de me dire, à la fois, évidemment pour moi, ces films paysagers racontent l'évolution du paysage, mais en même temps, que se passe-t-il dans l'intervalle de ces images? Que se passe-t-il dans les hors-champs? Et finalement, en quoi cette construction visuelle, encore une fois, montre autant que peut-être elle prédétermine une forme du voir, donc une forme de lecture et peut-être aussi une forme d'action. Et donc ce travail, je l'ai mené à travers les archives du ministère de l'Environnement pour essayer de comprendre en fait le discours qui était posé sur cette idée de paysage dans les années 80, à un moment où, à la fin des années 80, au début des années 90, se produit justement un déploiement et une effervescence assez importante théorique de la notion de paysage, avec le constat qu'à la fin des années 80, on se rend compte, où on parle beaucoup de la dégradation des paysages français. Et au début des années 90, alors c'est aussi pour ça que je vous avais mis cette image-là, parce que j'ai épluché beaucoup d'archives administratives, mais aussi des revues d'aménagement et d'urbanisme qui parlaient de problématiques comme l'enfrichement, par exemple. Parce qu'en 1993 est votée notamment la loi paysage, la ministre à l'époque de l'Environnement est Ségolène Royal, donc c'est Ségolène Royal qui installe d'une certaine manière ces dispositifs de représentation paysagère. Donc ce livre, c'est aussi une histoire de l'aménagement, une histoire des politiques publiques à travers la question du visuel, considérant que la façon, encore une fois, dont on met en forme, c'est aussi une manière de mettre en norme et donc de préconcevoir d'une certaine manière la forme de l'action. Ce livre, c'est aussi un livre qui est aussi une histoire de la photographie, puisque l'Observatoire, il est rendu possible parce qu'à la fin des années 80, au début des années 90, on est aussi dans un mouvement de reconnaissance culturelle forte de la photographie. On passe d'une photographie considérée et légitimée beaucoup à travers des circuits commerciaux, de la presse, du reportage et de la publicité, à une photographie qui est beaucoup valorisée comme une forme d'art. Et cet observatoire du paysage, donc il y a un projet
à mon avis, assez mal connu et qui pourtant est un des projets les plus courageux du ministère de l'Environnement, si je peux penser comme ça. C'est l'Observatoire, c'est aussi une certaine idée de la photographie française. Et donc ce livre, il raconte aussi cette dimension-là du projet. Et parce qu'il va rencontrer différentes dynamiques, une dynamique aménagiste, une dynamique intellectuelle et une dynamique photographique. Dans cette enquête, alors je dis enquête, mais peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, depuis que j'ai lu le livre de Soline Nivet, évidemment, je me pose beaucoup de questions. Dans cette enquête, pourquoi je dis enquête ? Je dis enquête parce que je suis partie d'archives qui n'avaient jamais été étudiées vraiment, mais j'ai aussi fait des entretiens avec les actrices et les acteurs de la politique du paysage, avec les photographes, etc. Donc j'ai essayé de recouper aussi la dimension matérielle, politique, économique, discursive de cet objet, en fait, en essayant aussi à la fin, mais comme tu le disais, de trouver le fil conducteur d'un récit, non pas unifié, mais d'un récit cohérent, en fait, qui se tient de 1989 à 1999. L'autre dimension de ce livre, c'est une dimension un peu plus théorique et critique, c'est-à-dire que je considère que l'histoire de l'aménagement, elle permet, où elle est le soubassement et le socle de réflexion théorique et de réflexion sur le contemporain. Dans l'analyse de ce dispositif-là, il est apparu, je l'ai dit, les images, elles permettent de comprendre, elles révèlent autant qu'elles occultent. Une partie du livre est une forme de décomposition, d'une certaine manière, à la fois du dispositif, de ce que le dispositif va engendrer comme forme de regard, à travers notamment des listes de mots, de thématiques et d'injonctions qui sont faites aux photographes. Un historien de la photographie dit que toute commande est une prévision des formes du voir. Et en même temps, du coup, je me suis attachée à regarder qu'est-ce que ça montrait finalement du paysage, ces photographies-là. Ça montre une forme d'ordinaire de l'aménagement, qui est par exemple, alors je ne vais pas raconter les choses de manière exhaustive, mais j'essaie de rebondir un peu avec ce qui a été dit précédemment. Par exemple, dans ces formes d'ordinaire de l'aménagement, on voit beaucoup de paysages de route. Là, je vous montre des photographies de territoires qui sont différents, qui ne sont pas dans les mêmes endroits, dans les mêmes régions françaises, et il y a un tropisme routier extrêmement important. Mais par contre, on raconte cet ordinaire de l'aménagement de manière extrêmement consensuelle. On occulte les grandes infrastructures. Il n'y a pas de centrale nucléaire dans les paysages de l'Observatoire. Il n'y a aucun paysage de controverse ou paysage conflictuel. Il ne va pas y avoir de centrale à béton dans ce corpus en fait photographique. Donc cette histoire-là, elle me permet aussi de m'interroger ou d'interroger ou d'ouvrir plusieurs questionnements sur les perspectives d'une esthétique environnementale contemporaine en photographie. Comment renouveler certains automatismes de nos formes de regard sur l'environnement. Est-ce que la forme paysage est encore apte ou est encore à juger comme étant autonome et suffisante à comprendre les complexités et les enjeux écologiques qui sont les nôtres, et comment imaginer d'autres formes esthétiques. Donc c'est là-dessus que se termine le livre, et justement en continuant du coup ces travaux, la conclusion de l'ouvrage fait une sorte de panorama très synthétique de l'itinéraire d'une certaine manière que les photographes et la photographie dite de paysage produit en ce moment, et il se trouve je me rends compte qu'il y a une dynamique qui va d'une photographie d'observation qui a une idée assez objectiviste finalement de l'idée d'observation vers une photographie d'enquête. Et donc je pense que la question de l'enquête est très présente chez les architectes, mais elle est aussi très présente dans le champ de l'art. Donc il y a quelque chose d'interdisciplinaire qui est en train de se jouer. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris. Eh bien, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Jean Estebanez. Jean Estebanez, qui est géographe à l'Université de Paris-Est-Créteil et au Lab Urba, qui travaille sur la question des animaux et de la ville, avec plusieurs ouvrages parus, notamment Humains et animaux, une géographie de relations, dans la collection Documentation photographique en 2022. Vous avez aussi coordonné 2 numéros d'histoire urbaine autour des animaux et de la ville en 2016 et 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et vous venez de publier l'ouvrage qui est juste avec la très très belle couverture de Gilles Ayot, Zoo aux lisières du domestique, aux éditions du CNRS. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais tout faire tomber, mais je vais réussir.
Merci Léa, merci à la Maison d'Architecture pour cette invitation. Et c'est un grand plaisir d'être ici. Effectivement, on voit finalement le fil peu à peu se tisser entre les interventions, j'imagine. On a parlé des vers de terre tout à l'heure. Et c'est justement pas les vers de terre qu'on vient voir aux zoos, mais c'est bien une vie animale vivante, une vie vécue, et celle d'animaux bien spécifiques, hein, grands mammifères charismatiques qui renvoie à tout un imaginaire du sauvage et de l'exotisme, hein, qui sont un des enjeux du zoo. Donc c'est bien, c'est comment la vie est présente, elle est cadrée, elle est organisée, elle est représentée, mais elle est aussi vécue dans des dispositifs spécifiques, hein, qui nous en racontent une histoire particulière. Et donc le zoo, c'est comme ça que je suis rentré dedans, hein, par finalement, je l'observe aussi, une enquête qui s'est faite autour de tensions. euh, avec cette idée que le zoo, c'est à la fois un dispositif qui est extrêmement critiqué. D'ailleurs, beaucoup de gens voilà, qu'on va interroger allant au zoo vont dire ah, mais je n'aime pas aller au zoo, mais bon, je viens pour les enfants, je viens parce qu'il il y a quand même des choses intéressantes à voir. Et puis, ce fait qui est qu'il n'y a jamais autant de gens qui ont visité des zoos. Donc, c'est finalement un dispositif qui est d'une certaine façon contesté, fragilisé, et en même temps un espace dans lequel se rendent à peu près 700, 750 millions de visiteurs annuellement, ce qui en fait un des grands lieux, hein, de fréquentation au-delà de très nombreuses institutions. Il y a plus de gens qui vont évidemment au zoo qu'à l'opéra, au théâtre, voire même au spectacle sportif. Donc un lieu qui est en soi évidemment extrêmement intéressant, hein, si tant de gens vont au zoo, alors que viennent-ils y faire, au-delà de l'évidence qui est de voir des animaux. Et donc ça, c'est une première tension qui m'a intéressé. Pourquoi on critique le zoo et on y va tant. Après, il y a une autre tension qui me semble très intéressante au zoo, hein, qui est que le zoo, c'est un des lieux de la vie vécue, la vie vivante, et en même temps un lieu dans lequel la représentation est évidemment absolument cruciale. Les imaginaires de l'ailleurs, les imaginaires de l'exotisme, du sauvage, mais aussi les imaginaires artistiques, hein. On a des séries d'images, de gravures, de tableaux en tête, hein, qui font que cette vie qu'on a devant nous, elle est à la fois vécue et en même temps traversée par une pluralité d'imaginaires qui sont eux-mêmes ancrés historiquement, évidemment, dans l'histoire des grandes découvertes, dans la colonisation, dans notre rapport au monde, et en particulier à ce monde exotique et sauvage qui est la spécialité du zoo. Et puis, un autre enjeu qui me semblait vraiment très intéressant, qui s'articule avec ces premiers éléments, c'est finalement cette tension qu'il y a entre l'irréductible sauvagerie des animaux et puis sa domestication. Le zoo, c'est au fond un dispositif de médiation. C'est un dispositif qui organise quelque chose qui semble incompatible, qui est finalement cette autonomie des animaux qu'on vient voir, qu'on espère encore présente, et puis toute une série d'éléments qui vont justement nous la rendre disponible, évitant qu'on se fasse dévorer par le lion, que le lion dévore les animaux dans la cage d'à côté, ou qu'un spectacle finalement de violence et de pouvoir s'exprime trop nettement. Donc le zoo, il est finalement dans cette injonction paradoxale qui est de présenter un sauvage qui a historiquement beaucoup varié, hein. Il a pu être pendant un certain temps celui de la férocité, il est devenu celui de l'authenticité, hein. Les animaux sauvages sont devenus ceux qui n'ont pas été transformés par les humains, et qui est présenté dans un lieu dans lequel le contrôle sur la vie animale est évidemment extrêmement intéressante. Et donc, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, comment est-ce qu'on peut articuler des choses qui semblent si dissemblables, comment sauvages et domestiques peuvent finalement exister ensemble. Et donc, une des choses sur lesquelles je me suis beaucoup attardé, c'est essayer de réfléchir à cette dichotomie, non pas justement comme deux polarités incompatibles, mais plutôt comme des systèmes d'agencement. Et donc, je me suis demandé, au fond, si le zoo, c'était pas un lieu dans lequel on élevait le sauvage, dans lequel, finalement, on produisait le sauvage, non pas uniquement de manière métaphorique, hein. Il y a bien sûr toute une série d'éléments très intéressants sur le zoo comme un dispositif architectural, hein. Le zoo, c'est une scène, c'est des décors, c'est des points de vue, c'est un récit qui est construit par la façon dont on va se déplacer dans un lieu, hein, qui produit donc finalement une découverte du monde, hein. Le zoo, c'est une sorte de monde en miniature. C'est aussi un découpage de la nature, hein. C'est des catégories de la nature qui se présentent à nous, hein. Les félins, les oiseaux. Qu'est-ce que c'est d'autre que un découpage d'une encyclopédie, mais aussi quelque chose qu'on voit en vrai au zoo, hein. On peut faire le tour des félins. Il suffit de faire le tour des cages, de la ménagerie, du jardin des plantes. Et hop, voilà, ça y est, on sait ce que c'est les félins. C'est ces animaux qui sont dans ce bâtiment
qui les regroupent tous ensemble et qui en font une encyclopédie du vivant. Donc le zoo, il a évidemment plein d'éléments qui renvoient à cette question du dispositif qui organise la vie animale et en même temps, c'est justement le débordement du contrôle qui nous intéresse, cette vie vécue des animaux dont on espère qu'elle est encore en partie présente. Et donc, eh bien, le zoo, en fait, va organiser toute une série de dispositifs qui vont permettre petit à petit de nous donner cette impression que les animaux ont encore une part de liberté, de marge de manœuvre, de capacité à se mouvoir, et ils l'ont en partie, en nous laissant voir leur vie, leur vie vécue. Donc le zoo, au fond, il est plongé dans des enjeux qui sont des enjeux anthropologiques. Euh, Quand j'ai commencé mon enquête, hein, donc il y a assez longtemps, une dizaine, quinzaine d'années, euh, je voulais en fait essayer de réfléchir au zoo, qui n'était pas une institution qui était très interrogée, pour essayer d'en faire un panorama, une sorte de tour d'horizon. Donc la première chose que j'avais décidé de faire, c'était de faire un travail comparatiste, essayer de voir si les zoos finalement étaient variables en fonction des espaces, en fonction des lieux. Est-ce que finalement, ce qu'on y voit, ce qui nous y intéresse, va varier en fonction évidemment du type de faune, de flore qu'on a dans des espaces spécifiques ou non. Et donc, je me suis intéressé, j'ai fait des enquêtes dans d'assez nombreux pays, hein. J'ai visité une soixantaine de zoos en essayant de voir ce qui revenait, ce qui au contraire variait. Et ce qui m'a beaucoup déçu au début, c'est que j'avais l'impression que c'était assez souvent la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, les collections avaient évidemment des formes de variation, certaines, hein, voilà, en Chine en particulier, beaucoup de poissons rouges qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs, mais que sinon, le zoo, d'une certaine façon, c'était jamais, par exemple, le ver de terre, qu'il y avait certains animaux qui n'étaient jamais des collections, des objets de collection des zoos, et au contraire, un certain nombre d'autres qui, d'une certaine façon, suffisaient à faire le zoo. Certains grands singes, les lions, les girafes, voilà, que rapidement, il y avait une sorte de panorama de chasse visuelle, hein, des trophées qui suffisaient à constituer le zoo. Et donc ça, au début, ça m'a beaucoup déçu, parce que justement, je me disais, c'est une institution culturelle de notre rapport à la nature, le zoo. Et donc, il va y avoir des formes de variation de ce que c'est que le zoo. Et c'est pas ce que j'ai observé au début. Et en fait, bon, en réfléchissant un peu, et en lisant aussi, enfin, en prenant un peu de temps, ce dont je me suis aperçu, c'est que, beh, au fond, il y avait probablement des sociétés à zoo et puis des sociétés sans zoo. Il faut avoir un certain type de rapport à la nature, en fait, et à l'extériorité des animaux pour que historiquement le zoo soit possible. Donc effectivement, en lisant, ce n'est pas des enquêtes de première main, mais en lisant la littérature anthropologique et historique, ce qui s'est avéré, c'est que le zoo, c'est une institution qui est située, qui correspond à un certain rapport à la nature, hein, qui a été inventé dans plusieurs lieux dans le monde, mais en Europe occidentale, en Chine, dans certaines parties de l'Amérique du Sud, pardon. Vous aviez un zoo magnifique. Moctezuma avait un zoo qui faisait la jalousie du roi d'Espagne, par exemple. Des conquêtes, hein, c'est une chose qui frappe, mais qu'il y a plein de parties du monde dans lesquelles il n'y a pas de zoo, parce que le zoo, il renvoie à un certain type de rapport à la nature. Il faut qu'on ait une forme qu'on considère qu'il y a une forme d'extériorité des animaux, de discontinuité entre nos intériorités, nos façons d'être, notre pensée, notre cerveau, pour que le zoo soit possible. Et donc à partir de là, en fait, progressivement se sont nouées toute une série de fils, hein. C'est finalement un peu, j'ai l'impression, comme vous, hein, à partir d'un objet qui semble petit, on tisse des fils, hein, qui renvoient finalement à l'histoire de la colonisation, qui renvoient à l'histoire de la circulation des animaux comme une marchandise, d'abord coloniale, mais ensuite une marchandise qui est scellée au sceau de leur valeur en termes de conservation, un nouveau grand discours des jardins zoologiques, mais qui constitue un nouveau marché qui est celui des animaux en voie d'extinction, dont les zoos se mettent en avant comme des défenseurs. Un discours, toute une série d'enjeux autour des imaginaires, du sauvage, de l'exotisme, hein, la façon dont l'exotisme se produit. Ces animaux, ils ne sont évidemment pas en soi exotiques et sauvages, ils sont exotisés, ils sont produits comme sauvages. Et le zoo, avec ses bâtiments, avec ses pagodes, avec ses huttes africaines, avec ses découpages continentaux, continue à remobiliser cet exotisme, ces imaginaires qu'il réactualise en fait constamment. Si vous allez dans des grands zoos récents comme celui de Beauval ou au zoo du Bronx, ce que vous observez, hein, c'est qu'il y a toujours
finalement, le zoo apparaît comme un lieu d'une présentation d'une partie périphérique et exotique du monde, qui n'est pas moderne, observée à partir d'un espace qui n'est jamais représenté, qui est le cœur moderne du monde, l'Europe en particulier, les grandes métropoles. Et que donc on a un type de regard qui continue à être perpétué par le zoo. Et donc on a toute une série de fils là, comme ça qui se tissent. Et puis la dernière chose qui m'a beaucoup intéressé, mais ça dépendra du temps qui me reste, 1 minute, donc je le disais, c'est cette tension forte qui est entre sauvage et domestication. Et le zoo, qui est souvent présenté soit par ses adversaires comme finalement un espace d'exploitation. Donc le zoo sera un espace d'enfermement, une prison. Au contraire, un discours qui est celui de l'arche de Noé, du refuge du côté de ceux qui défendent le zoo, les institutions en particulier, et qui me semble en fait insuffisant pour réfléchir à ce qui s'y passe réellement. Donc, ce que je propose dans le livre, c'est de réfléchir au zoo comme un élevage proche de celui des bovins ou des chiens, mais avec une motivation qui est tout à fait différente. Que ce qu'on fait au zoo, c'est contrôler de manière extrêmement stricte la reproduction d'animaux en fonction de programmes d'élevage pour produire quelque chose qui n'est pas de la viande, qui n'est pas de la laine, mais qui est du sauvage. Ce qu'on fait au zoo, en fait, c'est élever et domestiquer, au sens strict du terme, c'est-à-dire en contrôlant la reproduction, en contrôlant les caractéristiques qu'on souhaite voir se diffuser de manière héréditaire sur des lignées d'animaux, pour produire, maintenir un imaginaire du sauvage qui est parfois tout à fait frappant, puisque certains animaux n'existent plus que dans les zoos. Donc le zoo est devenu le modèle du sauvage à partir duquel il faudra, puisque c'est ça le discours de l'institution, réensauvager le monde. Merci beaucoup. Peut-être avant de passer la parole à la salle, j'avais une première question. Je me permets le temps que tout le monde retrouve ses esprits. Une question qui est adressée à Jean Estebanez et à Léa Hobson sur la question des logiques de domination, parce qu'en fait, dans ce que vous avez décrit l'un et l'autre, pour commencer, pour terminer cette traversée, finalement, depuis 2 champs très différents, depuis l'architecture et puis la géographie, vous racontez, alors on peut... c'est plus explicite dans ton livre, et puis c'est une manière dont on peut le saisir dans le vôtre, les intervenants. Vous racontez, au-delà de la plongée dans un matériau et dans un programme, le zoo, vous racontez les dispositifs qui sont mis à l'œuvre au cours d'une histoire. Je vais faire tomber Jean de sa chaise, mais j'allais dire depuis les débuts de la société industrielle, c'est faux, parce qu'évidemment, le zoo a une antériorité, mais malgré tout, combien dans ces 2 objets, le zoo et le béton, se logent de manière extrêmement diverse et à différentes échelles, et c'est ce que tu montres bien aussi, une hiérarchie et des logiques de domination, et peut-être que, je ne sais pas si Léa, tu veux réagir à ça, si vous voulez. Oui, alors moi c'est sûr que ça a été, c'est frappant en fait quand en tout cas quand on s'intéresse à ce sujet-là, c'est frappant. Et ce que j'ai pas dit, c'est que moi il y avait un peu une règle que je m'étais fixée en menant l'enquête, c'était que je voulais essayer de parler principalement à des femmes. Et donc dans les logiques de domination, mais il y avait la notion de patriarcat qui était aussi très très forte, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais de comment donc quand je parlais de système bétonné, mais comment il y a des logiques de domination à plusieurs endroits, et que ça soit des logiques patriarcales avec une industrie qui est très 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 majoritairement dominée par les hommes, mais aussi dans la question de l'exploitation de travailleurs et notamment de travailleurs sans papier, parce que c'est quand même un des secteurs, l'industrie de la construction, c'est le 2e secteur qui emploie le plus de travailleurs sans papier. Donc il y avait aussi cette notion-là. Et après, la domination de
en fait, de ce système, de ce matériau. Et dans le BTP, donc ça inclut vraiment le TP, quoi, l'aménagement du territoire, comment l'aménagement du territoire, grâce à ce matériau-là, va contrôler des espaces, et ce que je disais sur les corps, sur des espèces. Et donc à plein d'endroits, effectivement, en tout cas, c'est une thématique qui revient je pense, quasiment partout dans le livre que j'ai écrit. Merci. Oui, bah, effectivement. Alors, moi, la chose intéressante avec les matériaux, c'est qu'ils ne sont jamais uniquement des matériaux. Ils sont plongés en fait dans des histoires, des techniques, du politique, des rapports anthropologiques. Enfin, une chose qui m'a frappé dans la transformation de la matérialité du zoo, c'est que évidemment, il faut qu'on inventer des parois en acrylique qui permettent de faire d'immenses parois vitrées qui nous séparent et nous rapprochent à la fois des animaux et nous mettent à distance, puisque c'est tout à fait hermétique. Mais ça, c'est pas juste une histoire évidemment de possibilités techniques, c'est une histoire de transformation de nos rapports aux animaux, de ce qu'on veut voir et ce qu'on veut plus voir. Voilà, et il faut masquer les contentions trop évidentes, il faut plus qu'on voit de barreaux. Les animaux, ils doivent désormais apparaître dans un même plan avec nous. Et donc, au fond, on voit toujours que ces matériaux, ceux qui sont mobilisés, comment ils sont mobilisés, ça correspond à des transformations plus larges qui renvoient à des changements de rapport aux animaux ou de rapport aux politiques publiques, si on veut. Et puis, cette question de la domination, évidemment, elle transpire partout aux zoos. Et d'ailleurs, c'est sans doute une chose qui est particulièrement intéressante de l'institution, c'est qu'elle ne peut pas masquer, effacer la dimension politique, la dimension de rapport de pouvoir qui sont à l'œuvre au sein même de ce qu'elle présente. Donc, le zoo doit tenir en même temps, c'est une zone de trouble, hein, nécessairement, le zoo. Le zoo doit tenir à la fois cette idée de la proximité avec des animaux, de leur authenticité, de leur beauté, et le fait qu'il y a des contentions partout, il y a des barreaux partout, et donc on ne peut pas ne pas le voir. Et donc c'est un espace, à mon avis, une des raisons pour lesquelles les gens sont mal à l'aise au zoo, c'est précisément parce que l'institution n'arrive pas, ne peut pas, ne veut pas, peut-être, c'est la raison, je pense, la plus intéressante, masquer la pluralité des relations qu'on a aux animaux. Et c'est ça qui me semble une chose intéressante aux zoos, c'est que on est dans un rapport qui est ambigu, qui est contradictoire avec ces animaux. Et donc la question de la domination, elle vient brouiller cette image du refuge, de l'arche de Noé. À la fois, on peut qualifier ça d'une hypocrisie, mais on peut aussi considérer que d'une certaine façon, ça renvoie aux relations tendues, plurielles, contradictoires qu'on a de manière générale avec le vivant. Merci. Moi, je réagis à propos du zoo parce que je suppose qu'en Afrique, il n'y a pas de zoo. Enfin, est-ce qu'il y a des zoos en Afrique? Et en Afrique, par contre, il y a les réserves naturelles où on peut faire des safaris photos. Bon, ça, c'est une alternative pour le rapport aux sauvages. Enfin, vous pensez que c'est crédible? Il y a bien des zoos en Afrique et leur exotisme est le même parce que l'exotisme, ce n'est pas l'écart à ce qui se passe ici. D'ailleurs, quand vous parlez de fruits exotiques, vous ne pensez jamais aux pommes. Toujours les mêmes fruits. C'est une liste d'êtres définis par rapport à une norme implicite. Donc, en fait, en Afrique, vous avez plein d'endroits où des zoos ont été créés au moment de la colonisation, en particulier sur les mêmes modèles que ce que vous aviez en Europe. Donc, il y a bien des zoos en Afrique. Et voilà, il renvoie bien cette circulation. La mondialisation, c'est aussi la circulation des rapports à la nature. Plein de choses qui circulent. Et puis, donc, la deuxième question, les réserves. En fait, le zoo, ce n'est pas une réserve au sens où il y a le rapport à la proximité qui est très différent. Et il y a des enjeux sociaux. Faire un safari, aller dans une réserve en Afrique, ce n'est pas du tout accessible de la même manière que d'aller au zoo de Vincennes, par exemple, même si c'est cher. Il y a d'autres questions? Donc, je peux en profiter pour monopoliser la parole, c'est parfait. J'ai une question qui s'adresse surtout à vous trois, Léa Hobson, Céline Nivet et Frédéric Moquet, sur l'enquête et sur l'articulation des registres différents. On a commencé avec Léa qui nous parlait de l'anecdote du ver de terre, l'anecdote de Cléopâtre. Et du coup, est-ce que, dans quelle mesure est-ce que l'anecdote, c'est aussi un outil
de l'enquête. Et est-ce que c'est... comment le formuler? Excusez-moi, ma formule, il fait trop chaud dans cette pièce. Lorsqu'on a parlé à plusieurs reprises d'articulation des faits et des récits et autres, et de l'articulation du terrain. Et est-ce que cette question de l'anecdote et du tout petit et de ce que l'on observe de manière partielle et fragmentée et de son rôle dans l'enquête, est-ce que c'est quelque chose qu'apporte l'enquête par rapport aux recherches plus académiques qui ont pu être... qui sont menées habituellement. Est-ce que ma question est claire ou pas claire Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais. Le ver de terre. Eh bien, dans le cas du ver de terre, je pense que c'est pas une anecdote. C'est une anecdote dans la manière de le raconter. Mais c'est pas du tout une anecdote quand on entend les chiffres. Et c'est de partir. Ah oui. Ah. Je crois que j'ai compris ta question, enfin votre question. Moi, je sais que j'ai pas arrêté de faire des allers-retours en fait entre des anecdotes, enfin ce que peut-être vous appelez anecdotes, mais en tout cas des histoires, et ensuite des généralités où donc là on parlait de rapport de domination juste avant, mais on va dire des grandes généralités de voilà, le béton c'est le matériau le plus polluant, bon, ok, très bien, et puis ensuite là je parlais des habitants en Ariège, mais les vers de terre c'est un exemple, mais et ensuite des choses qui étaient vraiment plutôt dans le micro ou dans le local quoi, et très très situées. Et du coup, moi, le travail d'enquête et vraiment ce livre, pour moi, c'était la façon de pouvoir presque légitimer la parole ou le micro, quoi. Enfin, et aussi de pouvoir trouver et pouvoir comment dire expliquer très concrètement l'impact de la généralité par le micro. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'était à travers ces énormes généralités à chaque fois de se rapporter justement vers des choses qui touchaient chacun et chacune, ou voilà, cette plante, pour pouvoir rendre ce travail beaucoup plus tangible et que peu importe là où on est situé, mais qu'on puisse s'y rapporter. C'est MBL que vous citez dans vos travaux qui disait en fait l'anecdote, c'est ce qui permet aussi de situer et en raccrochant tous les fragments de l'anecdote, et quelque part, ça nous raconte quelque chose que les chiffres, et pas que les chiffres, mais les notions, les concepts et autres, parfois échouent à raconter, à rendre visible. Et... Après, on peut dire indice aussi, effectivement. Il y a effectivement l'idée qu'il y a peut-être des petites choses ou des petits faits ou des observations micro ou locales qui, si on les met en réseau les uns les autres et qu'on construit un faisceau d'indices, effectivement, on va peut-être pouvoir commencer à construire des formes de preuves, en fait. Donc c'est cette idée-là. Après, sur l'anecdote, faut que je réfléchisse pourquoi ça me gêne le mot. C'est juste, en fait, c'est pas parce qu'on fait une enquête, comment dire. Il faut faire attention à ne pas monter en généralité trop vite, quoi. Parce qu'on peut très bien avoir des indices qui disent des choses mais qui ne sont pas concordants. Enfin, et donc, il faut justement se retenir de ne pas essayer de faire tout dire à un indice qui peut-être, tant qu'il n'est pas inscrit dans un faisceau d'indices qui va venir construire quelque chose, va nous permettre de monter en généralité. Mais en revanche, ce que suggère ta question et que je trouve super intéressant, c'est que
on peut très bien avoir des régimes de conclusion qui sont différents, en fait, et des régimes de montée en généralité qui ne sont pas tous les mêmes. Et il y a peut-être des conclusions qui vont monter à un niveau de généralité, et puis il y a peut-être un niveau, justement, qui échappe ou qui continue à gratter. Et là, il faut... Et ça, c'est assez intéressant parce que il faut s'obliger à continuer à les regarder, parce qu'on pourrait très bien se dire, en fait, tous les indices qui ne m'arrangent pas, ou les anecdotes, toutes les petites choses que j'ai vues qui ne m'arrangent pas, et en fait, je ne vais pas le dire. Et par exemple, moi, je me souviens que quand je suis allée voir les logements des start-upers construits par Villemotte à Ivry, là, où moi, je trouvais que je trouvais tout... les espaces me terrorisaient, les plans m'avaient fait peur d'avance, les conditions dans lesquelles ils vivent, je trouvais ça effrayant. Et en fait, ils m'ont aussi expliqué des choses avec lesquelles ils se sentaient bien, des espèces de micro-inventions qu'ils avaient eues pour s'approprier les lieux, etc. Et là, il faut se dire, en fait, c'est un indice qui ne m'arrange pas. Mais il faut quand même les regarder. Et après, c'est compliqué parce qu'il y a quand même cette matrice du récit où on a quand même envie, quand on partage une enquête et qu'on a quand même des conclusions, ou en tout cas on a compris des choses, on a un peu tendance à vouloir tout embarquer et justement pas garder ce qui gratte. Et là, il faut un peu prendre sur soi pour garder, effectivement, il reste des paradoxes. On n'épuise pas tous les dilemmes et tout ne passe pas. Il faut laisser du travail aux autres, donc il faut quand même laisser les éléments qui grattent. Et puis ceux d'après, ils vont continuer, ils vont repartir des choses qui grattent qu'on a laissées. Ils vont repartir. Je rejoins ce qui a été dit sur ce risque ou l'écueil éventuel de l'anecdote, mais ce terme, moi je l'ai pas mal rencontré dans mon travail sur cet observatoire qui a la visée de produire des visions représentatives des paysages français, des différentes régions, etc. Et je sais que les photographes interviewés et puis les chargés de mission, les techniciens, etc., disent toujours méfions-nous des anecdotes, ne photographions pas des anecdotes. Nous devons photographier ce qui est structurant dans le paysage, les structures paysagères et les évolutions qu'on va pouvoir qualifier, etc. etc. Et donc c'est drôle parce que moi, pendant un moment aussi, pendant longtemps, je me méfiais du coup de l'anecdote. Alors l'anecdote dans le paysage, c'est quoi? C'est des personnes ou des animaux, justement. Et donc ça fabrique des corpus de milliers d'images représentatives du paysage français qui sont vides de personnes et dans lesquelles il y a très très peu d'animaux, si ce n'est dans quelques photographies des vaches qui pâturent. Et donc c'est assez... ce terme, je le trouve assez marquant pour le coup pour moi, parce que pour moi, l'anecdote, elle fait justement, elle laisse ce fil attiré, c'est-à-dire qu'elle est devenue un sujet, puisque pour moi, maintenant, je travaille notamment sur la question des animaux dans le paysage, pourquoi on le représente comme ceci et comme cela, pourquoi ils sont enclos et pas... en fait, ça devient un fil que j'ai tiré et que je trouve super intéressant, parce que ça montre aussi que finalement... pourquoi c'est rejeté, quoi, l'événement, l'anecdote, les scènes de café, les scènes de vie dans les rues, etc. Et après, cette question, cette remarque-là sur l'anecdote et la façon dont on répond, ça me fait aussi penser que ça témoigne peut-être d'un repositionnement épistémologique de ce que c'est de faire de la recherche. Et je crois que l'enquête, c'est ça aussi, d'une certaine manière. Et le fait d'assumer sa propre subjectivité ou sa propre émotion, j'ai parlé d'émotion au début, moi, c'est par émotion que je fais de la recherche, c'est pas par volonté de tout comprendre forcément définitivement d'un sujet. Et ça parle beaucoup du coup de cette histoire de posture située, c'est-à-dire comment on se met dedans. Et donc du coup, forcément, on se met aussi dans des anecdotes, parce que le réel, c'est complexe, c'est chevelu, et il y a du tendanciel, du structurel et puis de l'anecdotique. Et ça raconte aussi, le mot anecdote, c'est se raconter des petites histoires. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu ce qu'on fait tous, je pense, c'est raconter des histoires, qu'elles soient anecdotiques ou pas, et du coup, à différentes échelles. Tu parlais de différents régimes tout à l'heure. Donc moi, ça me fait aussi penser à ça. On a tous parlé un peu de la mise en forme des récits de recherche et de la mise en forme des récits des résultats de recherche. Donc l'anecdote, elle a peut-être aussi sa place dans cette thématique-là.
Est-ce que dans la salle, il y a des questions, des remarques, des commentaires? Oui, bonsoir. Moi, je me posais la question de quelle est la place des outils de l'architecture et aussi des architectes dans les luttes, que ce soit par l'enquête ou par le dessin, tout ça. Je peux commencer par 2 éléments d'information d'actualité. En ce moment, à la Maison de l'Architecture de la région Rhône-Alpes, donc c'est une association qui s'appelle Archipel. Il y a une exposition faite par faite par Archipel et par l'association de la frugalité heureuse et créative, c'est ça qui s'appelle Penser le contre, réaliser le pour, et qui répertorie en fait, qui part exactement de votre question en disant que, en l'affirmant et en disant il y a des dizaines, et moi j'ai découvert des dizaines de démarches en fait qui impliquent des architectes dans des luttes, ce qu'on appelle des luttes frontales ou feutrées. Donc je vous invite à aller voir ça. Et puis il y a un deuxième événement aussi qui va avoir lieu, qui est un colloque d'écoles d'architecture d'un réseau qui s'appelle Perspective Rurale, qui part aussi de ce postulat-là que dans les écoles d'architecture et dans les pratiques d'architectes aujourd'hui, il y a de la place pour ça, elle est là de fait, et que ça passe par différents régimes pour l'architecte qui enquête, qui redessine, qui met ses compétences au service d'eux, qui donne voix, qui est dans l'institution, en dehors de l'institution. Donc il y a, moi j'en suis qu'au tout début de regarder ça, mais je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses. Oui, les contre-projets, ça c'est un sujet. Après, il y a, j'ai l'impression qu'il y a les luttes écologiques. Enfin, je ne sais pas trop ce que vous entendiez. Enfin, dans les luttes, il y a plusieurs luttes. Moi, j'ai nommé aussi la question des travailleurs. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a plusieurs endroits où les architectes, il y a besoin, en tout cas, que les architectes puissent prendre plus de place dans les luttes et que ça soit aux côtés d'habitants et d'habitantes qui luttent. Et là, je pense à la démolition de logements. Donc, il y a ce collectif qui s'appelle Stop Démolition en rue, dans lequel il y a déjà pas mal d'architectes. Mais on en entend peu parler, quoi. Enfin, dans le monde de l'architecture, au final, ou au-delà, justement, du monde de l'architecture. Il y a les luttes écologistes qui ont aussi besoin des architectes sur des connaissances. Et moi, ce livre, ça a été clairement un exemple, quoi. C'est que moi, j'avais des connaissances du monde de la construction que certaines luttes n'ont pas forcément, parce qu'elles ne sont pas dans ce milieu-là. Et après, il y a toute la question des luttes sociales et des conditions de travail et de comment, en tant qu'architecte, on a aussi, je pense, une responsabilité de s'intéresser à qui construit. Et ça me paraît aussi une dimension assez importante, que les luttes, c'est pas juste des questions environnementales, mais que, voilà, en tout cas, on a un métier qui touche justement à plusieurs sujets, et les questions sociales et de travail, elles sont fortement liées à ce qu'on fait. Je rajoute toutes ces démarches qu'on connaît, la plus connue étant celle de Forensic, mais qui a des antériorités sur la fabrication de la preuve. La première démarche Forensic, vraiment, c'est au début des années 2000, quand un architecte est appelé comme un expert dans un procès à Londres contre un négationniste qui s'oppose à une historienne. Et en fait, il fait parler des documents d'archives du bâtiment. Donc le bâtiment a disparu. Il s'agit des chambres à gaz d'Auschwitz. Le bâtiment n'est plus là. Il reste des petits bouts. Les témoins ne sont plus là, mais il reste des témoignages. Donc il reste des mots qui ont été dits dans les années 50. Et puis quelques documents techniques. Et l'architecte va pouvoir montrer qu'en fait, on peut, à partir du sens d'ouverture d'une porte, de la position d'un judas, de la structure d'une partie de mur, etc., en fait, dégager des preuves.
Donc cette question de la mobilisation de l'espace, en fait, du dispositif matériel, qu'il s'agirait en fait de faire parler correctement pour construire ou abonder des preuves, c'est une manière certaine de mobiliser l'expertise initiale, on va dire, des architectes, qui est avant tout le relevé. Je veux dire, toute la tradition du relevé et d'aller mesurer des bouts et mettre ensemble et construire en fait de faire une reconstruction qui est mentale, mais qui est la plus possible à partir des bouts qui restent. C'est toute la tradition du relevé. Et il y a bien cette approche qui est, à partir des éléments qui restent, je vais reconstruire la situation la plus plausible. Donc, je pense que la question de la preuve et de la fabrication de la preuve, qui est assez menacée en ce moment, et même la question de la vérité des faits, elle peut mobiliser des architectes avec des outils très simples. Enfin, très simples. Qui peuvent être très simples et très sophistiqués, mais ce que je veux dire, c'est que le schème de pensée, il est celui qu'on apprend à l'école, en fait, qui est celui du relevé, de la reconstitution. Voilà. Après, ça peut être fait avec des outils numériques. Enfin, vous connaissez les références auxquelles je fais allusion. Là. Sur la question, c'est qu'en fait, là c'est évidemment des choses de seconde, troisième main, mais je repensais au livre de Sylvie Tissot qui s'appelle de bons voisins, qui réfléchit à la gentrification. Et quand on pense à lutte, on pense toujours lutte d'émancipation. Il y a aussi des luttes qui peuvent être des luttes conservatrices ou dans le sens de son intérêt. Et il y a des cas où, alors évidemment, c'est sans doute pas les cas majoritaires, mais il me semble qu'il n'est pas inintéressant d'avoir en tête qu'il y a des cas où des gens vont mobiliser leur savoir pour aller dans le sens de leurs intérêts. Celui de la gentrification, par exemple, je me souviens tout à fait que la façon dont le classement, par exemple, du quartier où s'installent donc ces classes moyennes supérieures au sud du centre-ville, donc à Boston, il y a des gens qui ont plein de compétences, de savoir, et qui vont en fait réussir à montrer l'historicité, l'ancienneté des lieux et le classer, ce qui va participer en fait du décollage du foncier, du prix de l'immobilier, mais aussi une transformation des usages. Et alors, ça m'avait beaucoup intéressé parce qu'on parle de parc à chiens. Et donc, ils vont transformer, ils vont proposer des amendements dans les équipements publics, et ils vont transformer certains espaces qui étaient utilisés par d'anciens habitants de ces lieux dans des choses qu'ils vont eux-mêmes utiliser, comme par exemple des parcs à chiens. Et donc, ils renvoient à des formes de transformation des pratiques des espaces. Voilà, je pourrais dire ça, y compris pour les géographes, mais je pense que c'est toujours important d'avoir en tête que les luttes ou les mobilisations ne sont pas toujours dans le sens de l'émancipation et du bien public, mais je ne vous apprends rien. Je suis désolée, il n'y a pas de questions, donc je donne la parole. Merci. Je me demandais, parce que je ne suis pas du tout architecte, comment se définit la recherche en architecture? Est-ce que c'est plutôt par les sujets ou les méthodes? Et est-ce qu'il y a des méthodes qui sont propres à la recherche en architecture? Vous n'êtes pas architecte et vous êtes étudiante? En quoi? En urbanisme, en anthropologie. La recherche en architecture, elle a un côté un peu emprunteuse. Elle a mis du temps à se mettre en place et la discipline architecturale, de toute façon, elle a toujours emprunté au savoir connexe. Après, la question de qu'est-ce qui fonderait une recherche qui serait la recherche en architecture et en pas autre chose, je serais bien en peine de vous le dire. Ce que je peux juste vous dire, c'est que à des outils qu'elle emprunte, par exemple, vous êtes anthropologue ou vous étudiez l'anthropologie, et ça doit vous faire un peu rigoler d'entendre des architectes qui parlent d'enquête, alors que c'est un mot qui est chez les anthropologues un peu la base de votre pratique. Alors, vous pouvez vous dire, ils sont quand même assez rigolos, là, tous à se gargariser avec leur truc d'enquête. Donc les architectes, ils empruntent
Donc on emprunte à l'histoire de l'art, on emprunte beaucoup aux sciences humaines, à la sociologie. Après, il y a de la recherche qui se fait sur des questions d'ingénierie, on va aller emprunter aux sciences dures. On peut peut-être dire que ce qui fonde peut-être la recherche en architecture, c'est que elle se sert du projet d'architecture et du dessin ou du document justement pour rabattre ces emprunts et peut-être en faire le lieu où on les assaisonne. Mais voilà. Donc, je vous fais une réponse un peu floue, mais parce que tous les autres, ils savent que c'est la discussion qui est sans fin. Mais c'est la question, vous savez, c'est les questions qui ont intérêt à jamais être fermées. Parce que si un jour on a la définition de la recherche en architecture, on va s'apercevoir que toi, t'en fais pas, moi, j'en ai jamais fait, toi, en fait, c'est pas vraiment ça. Et donc voilà, on a intérêt à garder des contours assez flous pour pouvoir les redéfinir comme on veut, mais on peut dire quand même que la question de l'espace pensé ou de l'espace construit ou de l'espace calculé est quand même un peu au centre, qu'il soit matérialisé ou pas. C'est assez vague ce que je vous dis. Je fais un peu exprès parce que... Bref, mais il y a quand même un grand débat entre ceux qui font... je vais caricaturer énormément et faire tomber de leur chaise mes camarades, mais entre une vision très autonomiste de la recherche, et donc pour certains, l'emprunt leur ferait faire un AVC, quoi, et une vision plus hétéronomiste de l'architecture où on accepte et on mobilise... on accepte de mobiliser de manière plus généreuse d'autres champs disciplinaires. Mais disons que peut-être que je me trompe, mais ce que tu viens de dire ne fait pas forcément consensus. Chez certains chercheurs, on te dirait c'est l'architecture pour l'architecture, avec l'architecture, depuis l'architecture. Et en fait, si tu mobilises la sociologie, c'est que quelque part, ta recherche, c'est pas vraiment la recherche en architecture. Je caricature beaucoup, mais disons que c'est encore des questions que se pose la recherche en architecture, à savoir dans quelle mesure est-ce qu'on serait ou pas une discipline autonome. Est-ce que tu... Moi, c'est à propos d'architecture, de paysage. Comme je suis très sensible à la question du paysage et que je vois les paysages détruits par l'architecture, décidément, par l'agriculture industrielle. Je me demande si la question du paysage pourrait servir de levier pour lutter contre cette destruction par l'agriculture industrielle. Et c'est peut-être un point de vue romantique de vouloir défendre le paysage bucolique, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait servir de levier contre... Donc là, on va sur le terrain de la recherche en paysage, qui est tout aussi difficile à définir. Pour revenir à l'objet que moi j'ai étudié, dans les années 80, le directeur de la mission du paysage, qui est une petite équipe de 3-4 personnes au sein du ministère de l'Environnement qui doivent faire monter cette question-là, le directeur est un économiste qui est très soucieux et inquiet de la dégradation des paysages français. Et lui, il veut retravailler dans une forme assez proche d'un idéal des Lumières à reconstituer une forme d'harmonie des paysages. Et puis, donc il a une vision un peu romantique, effectivement, mais ce qu'il cherche, il cherche philosophiquement à recomposer la question du beau, quoi. Et en assumant la dimension économique et poétique de la chose. Mais l'autre chose qu'il dit, c'est que le paysage, c'est une notion conviviale. De par son caractère un petit peu flou, finalement, c'est une notion qui est assez rassembleuse et qui permet de mettre autour de la table la diversité des acteurs qui sont responsables, associés à des questions d'agencement formel des cadres de vie et des corrélats écologiques qui sont liés à tout ça, quoi. Et donc, aujourd'hui, pour essayer de répondre un peu à votre question, je ne sais pas si cette notion conviviale est opératoire à constituer des leviers, notamment pour amoindrir la dégradation écologique des écosystèmes et des environnements dus à une agriculture agro-industrielle dont on connaît très bien les systèmes économiques en fait, à l'échelle mondiale. Donc je crois quand même qu'il faut... le paysage a beau être un concept rassembleur, on a beau aimer le mot, c'est un peu comme
on en revient aussi aux géants du béton et du BTP, quoi. Mais toujours est-il que dans le champ des acteurs du paysage, il y a cette idée que, comme pour finalement ce que tu disais, de rester volontairement un peu flou sur la question de l'architecture, cette notion-là, elle a aussi intérêt à ne pas être définie de manière trop uniforme et unifiée, et notamment pas uniquement par la question du beau. Moi, j'ai beaucoup pensé la notion de paysage comme une intermédiation, en fait. C'est quelque chose qui est toujours en train de se rediscuter, de se faire, et ça se fabrique. En fait, ça se fabrique, ça se débat. C'est pour ça que le paysage est politique. Et c'est en le politisant encore plus qu'on peut éventuellement amener à pointer des problématiques conflictuelles et politiques très fortes, comme évidemment la question de l'agriculture aujourd'hui. Aujourd'hui, au ministère de l'Environnement et au Bureau des paysages, qui est de nouveau redevenu un petit bureau complètement impuissant à faire quoi que ce soit. J'espère qu'il n'y a pas d'agent du Bureau des paysages dans la salle. En fait, ce qui se passe, c'est que ce terme-là et cette branche-là de la politique publique, elle ne peut rien, quoi. Ils ne peuvent rien, ils n'arrivent à rien. Je ne parle pas des concepteurs paysagistes ou des urbanistes qui s'intéressent aux questions de paysage, qui sont plus dans le projet, dans l'action, peut-être faire des choses plus opératoires. Mais la notion telle qu'elle a été pensée dans le champ des politiques publiques dans les années 80-90, qui est ce que... Bon, je divulgage un peu, mais mon livre se termine par un échec, mais sur lequel on rebondit. Mais en tout cas, la fin n'est pas forcément à la hauteur de l'utopie du projet. Le champ des politiques publiques en matière de paysage, il est impuissant à... Voilà, si vous parliez... Je prenais l'exemple de l'agriculture parce que vous le preniez, mais on le voit bien en ce moment, en fait. Le paysage, il est assez peu mobilisé dans les conflits qui sont à l'œuvre, quoi. N'oubliez pas d'acheter des livres avant.